Le 42e anniversaire de la Marche verte et le 60e anniversaire du discours de Mohamed Rizlan qui sera célébré dans quelques semaines constituent deux événements historiques. Chacun de ces deux moments fondateurs symbolise le pacte indéfectible d'unité nationale scellé entre le trône et le peuple, pacte dont la clé de voûte est le Sahara marocain, a indiqué donc le souverain dans son discours adressé lundi soir à la nation. Le roi Mohamed VI a aussi réitéré la position ferme du royaume, soulignant qu'aucun règlement de cette question n'était possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie. Par ailleurs, le souverain est revenu sur le nouveau modèle de développement des provinces du sud du royaume. Il ne doit pas être perçu uniquement sous un angle économique, mais en tant que projet de société cohérent. À cet égard, le roi s'est dit convaincu que les projets lancés et ceux qui seront mis en chantier vont permettre au Sahara de se positionner comme un pôle économique intégré, de servir de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. Un modèle de développement des provinces du Sud comme projet de société qui vise aussi à favoriser l'épanouissement du citoyen et à préserver sa dignité. Et un modèle de développement qui accorde une place particulière à la sauvegarde du patrimoine culturel et civilisationnel sahraoui. Le souverain a aussi tenu à exprimer la fierté qu'inspirent les forces armées royales et les forces de sécurité, toutes catégories confondues, pour leurs efforts, leurs sacrifices et leur mobilisation constante à défendre l'intégrité territoriale du pays. Alors voilà pour un résumé des idées principales véhiculées au travers de ce discours. Pour commencer, Mourtada Kelami, qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans ce dernier discours du souverain ? L'ensemble du message, c'est vrai que de toute façon, on se place dans une certaine forme de continuité, ce qui est évidemment sans surprise. Il me semble qu'un des points intéressants, c'est la citation, est cité nommément Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Donc, ce qui laisse entendre que le Maroc et le nouveau secrétaire général de l'ONU s'entendent bien, donc un peu mieux qu'avec le précédent secrétaire. Ce qui est une bonne chose, puisque Guterres a tout de même tous les aspects d'un grand homme sympathique, pour le travail qu'il a fait au HCR, pour les différentes prises de position qu'il a eues récemment, notamment à propos des Rohingyas. On peut noter ça. On peut noter aussi le fait qu'est souligné le rôle de plateforme de la région pour donc je cite la profondeur africaine du Maroc. Donc effectivement, l'accent est mis sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un Maroc inutile, comme disaient nos chers colons. Mais qu'il s'agit bien de faire de cette région la région, de donner à cette région la position clé qu'elle a toujours tenue, puisque en fait c'est quand même, on l'oublie très vite à la suite des colons, le Sahara marocain est un immense centre civilisationnel pour l'ensemble de la région sahélienne, c'est une question clé. Donc moi, ce que je retiens surtout, c'est la collaboration accrue avec le Conseil de sécurité, avec le secrétaire général de l'ONU, avec les différentes instances. Maintenant, la question est de savoir ce qui va se passer du côté du Polisario. A priori, il y a peu de chances qu'ils réagissent à un discours, mais on espère qu'ils vont pouvoir faire un effort et tendre la main pour cesser de bloquer une situation qui n'a que trop duré. Alors, autre point important de Rijaidan, le Sahara marocain comme trait d'union. Oui, on va y revenir sur, vous le disiez il y a un instant, Mourtada Kelami, comme trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine, on va y revenir. Mais d'abord, en quoi c'était important de faire le parallèle ? C'est ce qu'a fait le souverain avec le discours de feu le roi Mohamed V, le discours de Mohamed Rizlan, un discours qui a eu lieu, comme l'a souligné le roi Mohamed VI, bien avant l'indépendance de l'Algérie. Pourquoi c'était important de le souligner ? Alors c'est à mon avis un des traits les plus forts du discours, c'est-à-dire le rapport qui s'établit entre la parole de feu Mohamed V et celle de Mohamed VI. Mohamed Rizlan, Mohamed V, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, au fond, le Sahara est marocain, la souveraineté est évidente, et le rapport entre les tribus sahraouis et la couronne, finalement,
est historique. Et nous n'avons pas eu besoin des uns et des autres pour venir nous expliquer qui nous sommes et où nous vivons. Nous sommes chez nous. Donc évidemment, c'est avant 63. Ça se passe avant 63. Ça se passe c'est-à-dire avant l'indépendance de l'Algérie. Et ça, c'est un des points les plus importants du discours. Et donc ça prouve bien la fermeté et le rapport à l'histoire qui est important. Il y a aussi une expression que j'ai trouvée très intéressante. Le Sahara sera marocain jusqu'à la fin des temps. Alors ça, Dieu sait que la parole est importante. Jusqu'à la fin des temps, c'est d'un point de vue politique une expression qu'il faut analyser comme telle. C'est-à-dire c'est terminé, c'est réglé. Il y a un rapport évident. Et c'est véritablement lourd de sens. C'est intéressant justement de convoquer ce type d'expression dans un discours qui est un discours à la nation, un discours politique, un discours sur l'identité, un discours sur le Sahara. J'ai trouvé l'usage de cette expression à analyser et on verra comment elle sera perçue. Mais en tout cas, la fin des temps, c'est clair, c'est terminé, c'est posé. Donc il y a évidemment encore plus de fermeté. Alors justement, convoquer l'histoire d'un côté, c'est-à-dire reparler du discours de feu Mohamed V à Mohamed Rizlan, et en même temps convoquer l'expression la fin des temps, c'est véritablement ancrer une parole dans un moment historique et au fond dire qu'elle se prolonge jusqu'à l'éternité des éternités. C'est-à-dire au fond la monarchie marocaine et tous ceux qui viennent d'une certaine manière, iront jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire que le Sahara est marocain. Et il y a là un ancrage dans un temps qui, j'allais dire, est un temps qui ne saurait être contesté. C'est ainsi, voilà. C'est-à-dire nous avons finalement tout le temps pour nous. D'une certaine manière, nous avons déjà gagné, et c'est ainsi. C'est finalement le caractère incontestable du rapport au temps. Il y a aussi la dimension culturelle que j'ai trouvée évidemment importante, mais je crois que vous allez l'aborder aussi. Bien sûr. Mélanie Freixigli, vous étiez d'accord avec Dri Jaidan. D'ailleurs, on peut préciser dans le discours, par rapport à ce discours de Mohamed Rizlan, que c'est un discours qui a été donné bien avant que la question du Sahara ne soit consignée aux Nations Unies, et alors qu'aucune revendication à l'époque ne portait sur la libération du Sahara, à l'exception des demandes légitimes formulées par le Maroc. Oui. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ces derniers temps, le Maroc a, pour revenir au sein de l'Union africaine, par exemple, il a composé avec la permanence, si vous voulez, au niveau régional, d'ennemis potentiels ou de gens qui étaient favorables à la pseudo-RASD, qui siège toujours à l'Union africaine pour le moment. Et pour revenir au sein de l'Union africaine, c'était quand même la raison pour laquelle le Maroc l'avait quitté, on n'a pas protesté là-dessus, on ne s'est pas élevé là-dessus. Donc il fallait peut-être qu'il y ait un discours, là en l'occurrence de la Marche verte, qui repositionne les choses pour dire attendez, on n'a pas mis d'eau dans notre thé, on est bien ferme sur notre base. Le Sahara est marocain et il n'en ira jamais autrement. Donc il fallait reformuler les choses d'une manière bien claire. Sinon, on aurait pu croire que le Maroc s'assouplissait sur une question qui, pour lui, est trop stratégique. Alors, il y a non seulement, effectivement, le Sahara sera marocain jusqu'à la fin des temps, mais il y a aussi d'autres petites phrases qui sont intéressantes et que j'ai notées. Et notamment, nous avons un cœur maintenant que la terre est libérée. C'est-à-dire qu'effectivement, quoi qu'il en soit, c'est déjà acté. On n'est pas dans dans la négociation de quoi que ce soit. D'œuvrer avec le même sens de l'engagement pour assurer à la population de ces provinces les conditions d'une vie digne et pour favoriser son développement. Nous sommes déterminés à libérer nos fils retenus dans les camps, à arrimer ces zones à la mère patrie, les camps. Donc là, c'est le Sahara. Donc là, on parle des camps de Tindouf. De manière pleine et entière. Donc ce sont les camps qu'on va arrimer à la mère patrie. Mais la terre est déjà libérée. Il faut être très clair. Et pareil, et plus loin aussi, quand il mentionne Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il dit « Les expériences passées devraient permettre de méditer sur une évidence. Le problème n'est pas tant de trouver une solution à cette affaire, mais plutôt d'arriver à définir le processus à suivre pour y parvenir. » Donc là, encore une fois, il n'y a pas de discussion. Il y a zéro discussion. Il y a éventuellement
une potentialité de discussion sur comment est-ce que techniquement on arrive à mettre en place l'évidence. Voilà. Mais l'évidence, elle est là, elle est absolument pas à aucun moment discutable. Il n'y a plus de solution marocaine. Il y a le Sahara marocain et la manière pour que techniquement on puisse, de manière tout à fait technocratique, faire en sorte de finir de régler ce problème et arrimer les camps à la mère patrie. Technocratique, c'est-à-dire surtout sans faire couler le sang. C'est-à-dire sans faire couler le sang, mais malgré tout, on a dit que la position, elle était avec tous les sacrifices nécessaires jusqu'à la fin des temps, le Sahara serait marocain, et avec tous les sacrifices nécessaires. Donc oui, il s'agit bien effectivement du règlement d'une affaire classée, qui est historiquement fondée. Or, effectivement, on sait à quel point l'histoire est une chose qui est chargée de symboles et qui est écrite spécifiquement pour la vie des nations. Hein. Donc, en l'occurrence, c'est vraiment ce que convoque ce discours. Et voilà. Donc là, pour le moment, on est dans une posture à laquelle on est habitué depuis quelques années, d'extrême fermeté. Qui n'est pas surprenante en soi, elle est dans la lignée, hein, si ce n'est que le retour à l'UA avait peut-être permis de penser à certains on serait dans la conciliation. Non, on n'est pas dans la conciliation, on est dans le volontarisme politique, et c'est extrêmement différent. Alors, tout à l'heure, Mourtada Kalami a commencé par ce point-là. C'était le point qu'il avait le plus marqué. C'est le Sahara marocain comme trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. On va s'arrêter là-dessus avec Rachid Achachi. Des points qui m'ont marqué. Oui, mais vous avez commencé par celui-ci, et c'est pas anodin. On va s'arrêter sur cette région du Maroc qui symbolise peut-être plus que toutes les autres nos racines africaines. C'est évidemment le Sahara marocain, que ce soit sur le plan culturel ou historique. Rachid Achachi. Tout à fait. D'ailleurs, il y a le terme profondeur qui n'est pas anodin. C'est un terme qui est utilisé couramment en géopolitique et qui détermine une sorte d'arrière-pays et de profondeur stratégique, ce qu'on appelle le hinterland. Et le hinterland traduit également une forme de prolongement culturel, il peut être politique ou pas, mais en tout cas civilisationnel, c'est certain, ce qui permet de donner une cohérence à un espace géographique donné. Donc en l'occurrence, dans le cas du Maroc, effectivement, il n'y a pas une autre région qui peut réellement jouer le rôle de trait d'union, sachant que dans cette région de l'Afrique, on a un grand océan terrestre qui est le Grand Sahara, qui, pendant des millénaires, a représenté une forme de vecteur de diffusion du sud vers le nord et du nord vers le sud, permettant un brassage culturel, civilisationnel, tout en respectant les spécificités ethnoculturelles de chaque région. Et ce grand océan est peuplé de marins, selon les régions. Ça peut être les Touaregs, ça peut être les Toubous, comme ça peut être les Mauresques, dans le cas de la Mauritanie, et du Sahara marocain, notamment les Rguibat, qui représentent de grands nomades, pas par la taille en termes de centimètres, mais grands nomades dans le sens où ils s'éloignent du littoral en traversant tout le Sahara jusqu'au Sahel. Donc c'est des gens qui connaissent le désert, qui connaissent les peuples du Sahel. Donc c'est une richesse culturelle qui pourrait redevenir un nouveau vecteur de reconnexion avec cette Afrique subsaharienne avec laquelle on a rompu pendant des décennies, étant tourné vers l'Occident. Donc aujourd'hui, effectivement, le Sahara a tous les atouts pour représenter le trait d'union qui permet la profondeur stratégique, parce qu'il n'y a pas de profondeur stratégique s'il n'y a pas de vecteur. Et donc là, effectivement, alors il y a un deuxième point qui est extrêmement important et qui permet de jeter les bases d'une doctrine géopolitique possible pour le Maroc vis-à-vis de l'Afrique. Et là, quand Driss parlait tout à l'heure de la fin des temps, effectivement, quand on revient en arabe, c'est jusqu'à ce que Dieu hérite de la terre. C'est-à-dire il y a un devoir de restituer le Maroc à Dieu tel qu'il doit être, c'est-à-dire pas partiellement diminué. Donc il faut maintenir le Maroc dans son intégralité. Et là, le vocabulaire religieux n'est pas anodin. C'est ce que Carl Schmitt appelle la théologie politique, qui permet de fonder une géopolitique de très longue durée, avec des repères ancrés dans une spiritualité, dans un rapport au sacré, au divin. Et on en a plein des exemples comme ça. Il y a la troisième Rome, dans le cas de la géopolitique russe. Il y a le cas Téhéran, dans le cas de l'Allemagne nazie sous Hitler, et puis qui a été repris par la suite. Il y a également, dans le monde libéral anglo-saxon, il y a également toute une théologie derrière la vision géopolitique. Donc il n'y a pas de géopolitique sans théologie derrière. Ça ne tient pas longtemps. Et donc dans le cas du Maroc, effectivement, il y a un rapport au divin, un devoir de restituer le Maroc tel qu'il est. Partant de là, il y a une sanctuarisation qui doit être mise en place du territoire du Maroc, à partir de laquelle on peut penser une profondeur stratégique. Et donc là, on commence réellement à faire de la géopolitique. La géopolitique bien compris, ce n'est pas de la tactique de très court terme. Mais on est encore loin d'une vraie doctrine bien articulée, mais on est dans une vision
vision, dans un désir de jeter les bases et le cadre de réflexion de cette géopolitique-là. Donc on n'est pas dans le rationalisme pur et dur, mais on est dans une vision, dans un rapport religieux à la terre, dans un rapport spirituel à la terre, qui peut donner des choses intéressantes par la suite. Alors, et le troisième point qui est intéressant, c'est les paliers en profondeur dans la lecture royale, c'est qu'effectivement, il y a une lecture au niveau régional, c'est-à-dire on parle du Sahara marocain, puis on établit une base d'égalité en termes culturels entre le Sahara marocain et toutes les autres régions, dans le Rif, l'Oriental, etc. Donc, il n'y a pas de hiérarchie culturelle. Et puis, partant de là, il y a l'idée d'un humus culturel, parce que le souverain parle d'une fécondité des interactions entre ces différentes composantes culturelles. Donc, on n'est pas dans le régionalisme ou le chauvinisme régional, mais on est au contraire dans un schéma de synergie interculturelle au niveau du Maroc, dont j'ai parlé plus souvent, la question de l'enracinement. L'enracinement, non pas comme un enracinement dans le ciment, mais un enracinement dans un humus culturel vivant et organique qui permet l'altérité, qui permet d'aller vers le monde. Et puis la deuxième dimension, c'est la dimension nationale, dans notre rapport aux voisins, dans notre rapport aux institutions internationales, et puis la dimension continentale. Et les trois n'étant pas des ruptures l'une avec l'autre, l'une permettant la seconde, c'est-à-dire la région permet l'État, les régions en tant que porteuses de territoires et d'esprits territoriaux, de culture. Qui permet l'État, qui permet tout à fait. Et puis l'État, à travers certaines régions qui sont des fenêtres sur un continent, permettent d'aller vers le continent. Et puis, à partir du continent, on peut penser le monde. Ça, c'est ce que j'appelle la géopolitique. Alors, Mourtada Kalami, vous vouliez réagir, oui, et puis on en viendra effectivement au point de la culture dans ce discours. Je voulais réagir pour rappeler, alors à la suite de ce que vient de dire Rachid, que effectivement, en tout cas pour les États-Unis, il y a l'idée que les colons avaient conquis la terre promise, puisque c'est les protestants qui fuyaient les persécutions catholiques en Europe, et donc ils se sont vus tel Moïse traversant la mer Rouge, ce qui explique d'ailleurs leur soutien aux colons israéliens aujourd'hui. Donc c'était juste parce que voir le Maroc comparé seulement à la troisième Rome, moscovite, bon, alors, sachant que les colons eux-mêmes se voyaient comme la troisième Rome quand ils ont occupé le Maghreb, et le troisième Reich, ça m'embêtait un petit peu comme illustration. C'était pas le fond du propos, mais je trouvais l'illustration un peu. Donc je voulais, voilà. Donc du coup j'élargis un petit peu. Je démontrais qu'il y a d'autres pays qui reprennent les dimensions théologiques. Cela étant, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la position marocaine justement ne joue pas trop de cette carte-là. C'est précisément la référence est là, mais ce n'est pas comment dirais-je, la politique marocaine n'a pas de la religion plein la bouche comme c'est le cas aux États-Unis, comme ça peut être le cas ailleurs. Donc ça je trouve ça intéressant. Je parle bien de l'État, je parle pas du gouvernement. Donc c'est quand même, les références sont là. Chacun peut s'y retrouver et prendre sa direction, mais on n'est pas dans une instrumentalisation d'un certain nombre de valeurs spirituelles qui sont, alors là pour le coup, pour la région saharienne, qui sont très importantes, parce que s'il y a bien une terre spirituelle, c'est bien le Sahara. Qui emporte différentes traces. Bon, d'abord humaines, hein, et le discours d'ailleurs rappelle que les initiatives de sauvegarde du patrimoine culturel. Et vous savez de quoi vous parlez, ne mange pas ce livre, voilà, on va y venir. J'y viens. Et il faut se rappeler qu'il y a une grande crise dans le Sahel. Donc là, ça concerne pas spécifiquement la zone marocaine, mais toutes les zones limitrophes. Donc ne mange pas ce livre, c'était à propos de l'attaque qui avait eu lieu au Mali, dans le Nord Mali. Les manuscrits, donc qui sont la trace visible de l'héritage spirituel de l'ensemble de la région, sont pourchassés. Alors ils sont pourchassés depuis longtemps, hein, parce que quand les colons sont arrivés dans le Souss, la première chose qu'ils ont cherché, qu'ils ont commencé à faire, ça a été à piller les bibliothèques des Aouïas. Ils sont actuellement pourchassés par différentes choses. Donc, pour faire bref, puisque c'est pas c'est pas le sujet, mais notamment des fondations par des wahhabites, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les djihadistes qui, eux, veulent les brûler. Quand ils les trouvent, ils les brûlent. Il y a eu des autodafés à Tombouctou. Donc, heureusement, les habitants de Tombouctou avaient pu sauver les textes les plus importants, et les avaient évacués de la ville où on avait caché d'autres. Mais donc, il y a eu ça. Mais au-delà de ça, même précisément les Maliens qui avaient fui l'avancée des djihadistes, qui s'étaient retrouvés dans des camps en Mauritanie,
ont vu arriver vers eux. Alors là, c'était une toute autre approche. C'était des fondations du Golfe, donc des fondations wahhabis qui venaient pas pour les brûler sur la place publique, mais qui venaient leur acheter les manuscrits très chers, parce que là, il y a des dotations financières énormes. Donc à des gens qui se retrouvaient coincés dans des camps, qui ne savaient pas avec quoi ils allaient manger demain, donc qui venaient acheter leur patrimoine très cher. Et quand ils arrivent à mettre la main sur ces manuscrits, où on trouve de tout. On trouve de la poésie, on trouve des mathématiques, on trouve de la géométrie, on trouve du droit, du fiqh évidemment. On trouve des traités spirituels. Donc Romain Simnel est très intéressé lui par il a trouvé un manuscrit, une réfutation. Donc fin 19e qui date de la fin du 19e, une réfutation du wahhabisme précisément. Donc tous ces textes-là sont pourchassés par ces fondations du Golfe qui, sous couvert de sauvegarde patrimoniale, captent ces manuscrits, les envoient dans le Golfe où ils sont enfermés dans des coffres-forts. C'est-à-dire que plus personne n'a accès à ces textes. Donc ça, c'est un des enjeux actuellement, un des grands enjeux et un des enjeux de fond au-delà de la seule pseudo-RSD, etc., qui a priori est bien parti pour disparaître un jour ou l'autre dans les oubliettes de l'histoire. Le grand enjeu est effectivement culturel et civilisationnel dans la région. Et ça, c'est sans doute une des missions du Maroc que de participer à préserver non seulement les manuscrits, mais surtout la mémoire vivante et orale qui existe toujours là-bas. Alors, et justement, on va en parler. Mélanie Frédéric-Sigli, Mortada Kalami vient de souligner un des grands enjeux qui est culturel et civilisationnel dans la région du Sahara marocain. Le roi, d'ailleurs, a souligné sur le caractère de développement des provinces du Sud qui va au-delà de l'économique. Il a beaucoup insisté sur le culturel. En quoi, finalement, la culture, c'est un vecteur important de développement, mais surtout en quoi ça peut aider en soutien à la cause nationale? En fait, la dimension culturelle, elle est essentielle parce que, pour une raison simple, c'est que on est, en particulier en ce moment, alors c'est toujours important la culture parce que c'est vraiment essentiel pour l'âme humaine en règle générale. Mais là, particulièrement en ce moment, on est dans une période où les gens se racrapotent sur des dimensions identitaires très très restreintes. Et veulent faire absolument la différence entre eux et l'autre étant ad minima vraiment, vraiment différent de moi et parfois méchant. Donc c'est quand même un souci. Et en l'occurrence, on joue beaucoup sur cette dimension culturelle de l'identité. C'est ce pourquoi la Catalogne s'estime pas espagnole, par exemple. Et c'est ce pourquoi on doit absolument insister sur le fait que les spécificités culturelles sahraouis appartiennent à l'imaginaire marocain, participent de la nation marocaine, de l'identité marocaine au sens large. Parce que ne pas le faire serait au final risquer de gagner la bataille et de perdre la guerre. C'est-à-dire effectivement, à un moment ou un autre, de trouver une solution pour que le Sahara marocain ne soit plus contesté, mais pour que la régionalisation avancée qui est amorcée en partie du fait du Sahara et des nécessités du Sahara amène à une différence trop nette vécue comme telle par les gens entre la culture sahraoui qui est vraiment différente d'une part de la culture on va dire agraire arabe du reste du pays et donc amène à une volonté de différenciation et donc d'indépendance à terme. Je vous dis comme la Catalogne, comme l'Écosse, comme énormément d'autres régions avec exactement les mêmes problématiques. Donc l'intégration culturelle est un enjeu parce que l'intégration culturelle, c'est ce qui va permettre de former une nation qui sera d'influences multiples, mais qui se reconnaîtra telle et frère d'un bout à l'autre du pays. Mmh. Et si on ne le fait pas, en effet, on peut tout à fait gagner la bataille et perdre la guerre. Alors justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui de Rijaidan ? Qu'est-ce qui manque au niveau culturel pour faire rayonner la culture sahraoui ? Est-ce qu'elle est encore aujourd'hui, dans le reste du Maroc, plutôt mal connue, mal enseignée, mal valorisée ? Il y a quand même aujourd'hui un travail sur la sauvegarde du patrimoine oral hassani. C'est quelque chose qui se met en place depuis quelques années. Bon, ça a été un peu délaissé aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est temps de reprendre ce dossier en main et de le reprendre avec fermeté et puis surtout avec efficacité parce que la culture hassani, la culture orale hassani, c'est une culture qui est vivante, qui est poétique,
qui nous propose des catégories d'énoncés, des manières de voir le monde, de s'exprimer, donc qui sont magnifiques et dont nous ne devons pas nous passer. C'est un hémisphère important de notre profondeur anthropologique et historique par rapport au rapport à l'Afrique. Les Hassani comme d'autres aussi, comme ces nomades sont des êtres du passage, comme dirait Lévi-Strauss. C'est-à-dire que c'est aussi ils vont chercher, ils apportent. C'est ça aussi ce qu'il y a de beau dans les cultures qui sont, entre guillemets, libérées de l'officialisation des manuels d'histoire. Après, quand on les fait entrer dans les manuels... C'est une culture cosmopolite. Hein. C'est une culture cosmopolite. Bon, par exemple, mon ami Kalami le sait, il y a des aristotéliciens dans le Sahara. Bon, Aristote est arrivé jusque-là. Il y a toute cette dimension qui est extrêmement importante et dont nous ne devons pas nous priver. Parce que de quoi faut-il rêver ? Il faut rêver dans les années qui viennent et les décennies à venir, justement, de ce cosmopolitisme marocain, parce qu'il faut quand même dire une chose qu'on ne dit pas assez. Alors pas cosmopolite au sens kantien du terme, mais au sens de cosmos, d'un cosmos brassé et produit par les temps de l'histoire, par les passages, par ces êtres du passage, avec tous les conflits que ça a pu aussi provoquer. Les brassages, quelquefois, sont des brassages fluides, d'autres sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus violents. Mais c'est l'histoire de l'humanité aussi, c'est ainsi. Mais il faut rappeler cette dimension cosmopolitique du Maroc. C'est une idée qu'il faut défendre. C'est pas un pays comme les autres de ce point de vue-là. Sa position géographique, géopolitique, toutes celles et ceux qui ont marché sur cette terre, qui y sont passés, qui en sont partis, font qu'au fond, il faudrait que nous réinventions des manuels d'histoire qui soient des manuels de civilisation marocaine. Le docteur Sigel Massi a écrit un livre qui s'appelle Civilisation marocaine, et le terme est bien choisi. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'acte civilisateur qui s'est produit à partir de ce pays, à partir de cette terre. Et cet acte civilisateur, évidemment, Rachid parlait tout à l'heure de fécondation. Cette terre a été fécondée, elle a fécondé. C'est à partir d'ici que s'est inventée l'Andalousie. Et alors, bien sûr qu'à un moment donné, les histoires peuvent s'entrechoquer. Mais il arrive un moment où il faut sortir aussi des conflits à l'intérieur de l'histoire et essayer d'écrire une histoire qui soit une histoire civilisationnelle, qui prenne en compte, bien sûr, la manière dont des cultures, dont des chevaux sont arrivés ou sont repartis, et essayer de forger, non pas simplement une identité, mais quelque chose de plus grand que l'identité, qu'est ce que j'appellerais un être au monde. Nous pouvons nous proposer à nous-mêmes un être au monde, parce qu'aujourd'hui, nous possédons les moyens, les langues, le rapport à l'histoire, les vécus, les cultures. Moi, je rêve d'un ministère des cultures, et pas de la culture, parce que c'est une expression qui me fait un peu peur. Et pourquoi ne pas se donner à nous-mêmes, justement, sortir, de la banalité d'un ministère de la culture et nous dire à ce propos-là, si nous, on s'inventait un ministère des cultures en tant que Marocains. Ce serait peut-être un premier pas vers cette manière de faire, mais des cultures qui se parlent, de nos cultures, et qui finalement font une culture et une civilisation et un être au monde. Alors on ne peut pas créer le ministère de l'être au monde, c'est un petit peu compliqué, mais on peut créer un ministère des cultures et des cultures qui s'interpénètrent, qui se parlent, oui, et qui s'ouvrent aux autres surtout, qui peuvent parler avec les autres. Alors, je vous laisse réagir, s'il vous plaît. Murtada et Mélanie, je sais que vous voulez réagir. Juste un mot et après Mélanie. Alors, juste une intervention de notre auditeur qui s'appelle Amine, qui dit, pour connaître la culture sahraoui, il faut s'y rendre. Bon, le message n'est pas terminé. Il a commencé par dire notre ministère du tourisme et celui de la culture. Évidemment, je pense que, on ne peut pas présager de ce qu'il va vous dire, mais voilà, il disait, peut-être qu'il veut dire, je voulais juste dire une phrase parce que je suis pas d'accord dans ce sens-là. Alors, je vais dire une phrase et après vous direz que vous n'êtes pas d'accord. Parce que moi, je suis d'accord. Oui, mais pas dans 20 ans, parce que sinon on va perdre mais si vous me laissez parler, ça sera plus rapide parce que le temps passe. Alors, juste un mot à propos d'histoire. Les histoires se marient aussi. Romain Simnel, puisque nous le citions, explique, quand il a travaillé sur la région de Bouche-d'Our, explique que
il a travaillé sur quelque chose qui remettait en cause les visions anthropologiques classiques et en travaillant sur le fait qu'il y a des fractions des tribus qui sont dédiées au mariage avec l'étranger. Alors l'étranger musulman s'entend puisque on est dans une situation, société particulièrement islamique, mais donc ça remettait en cause les préjugés sur entre guillemets l'endogamie du mariage dit arabe, puisque en fin de compte il y avait l'ouverture par le mariage était au fondement même de la constitution des différentes tribus qui traversaient ces régions. Alors Mélanie Freixili, vous n'étiez pas d'accord? Donc 20 ans plus tard, c'était juste franchement une phrase à dire. Il fallait que je parle 5 minutes après, parce que sinon il fallait que je parle juste après, sinon ça n'avait plus de rapport. Mais sincèrement, c'était juste un retour sur sa phrase. Il dit qu'il faudrait un ministère des cultures. Mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Je suis pas d'accord. Je pense que en tout état de cause, si on fait un ministère des cultures, on va arriver à un ministère des folklore. Non. Et ça me pose un souci. Non. Moi, je pense que la culture. C'est pas dans cet esprit-là que je l'ai dit. Non, mais je sais que c'est pas dans cet esprit-là que vous l'avez dit, mais ça pourrait très très vite dériver vers ça et ça me poserait un souci. Pour une raison simple, c'est que en fait, la culture, pour moi, et le ministère de la culture, il est là pour promouvoir des médias de culture et pas s'occuper du contenu de la culture. C'est-à-dire concrètement, il est là pour promouvoir des musées, valorisation, des musées, des livres, des concerts, des théâtres, des pièces, des choses comme ça, mais d'une manière générale, pas se préoccuper de ce que contient le média culturel permettant d'exprimer justement toutes les cultures. Mais si on a, encore une fois, je comprends que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire, mais je pense que si on a un jour un ministère des cultures, ça va très très vite tourner au folklorisme, avec une essentialisation de traditions de part et d'autre. On a déjà cette tendance au Maroc, qui est une tendance très problématique à faire des musées de l'artisanat par ici et de la folklorisation de patrimoine. Ça me pose un énorme souci parce que je pense que c'est vraiment une manière de tuer la culture dans toutes ces manifestations. Ça devait être alors, on va aborder un dernier point avec Rachida Chachi. Ce que j'appelle un ministère des cultures, pour moi, le ministère de la culture, il doit proposer une philosophie, une vision. Un ministre de la culture, c'est quelqu'un qui doit d'abord, à un moment donné, être capable d'écrire 300 pages sur ce qu'il appelle la culture, les cultures, à un moment donné. En tout cas, de nous proposer une philosophie, de nous proposer un rapport à la culture. Bon, ça n'a jamais été fait. Si le ministère de la culture ou des cultures devient finalement un ministère de la gestion des biens culturels, on n'a pas besoin de ministre. On a une organisation, une administration, des départements. Le risque de folklorisation de la culture ou des cultures, il est évident, il existe partout. Ce que j'appelle un ministère des cultures, c'est justement ce qui va les faire vivre ensemble. C'est-à-dire ce qui, d'un point de vue moral et éthique, supposerait qu'un ministre, si tant est qu'il en soit capable intellectuellement ou moralement, pas au sens de la morale, mais au sens d'une éthique, du lien, soit en mesure justement d'inventer cette vision. Nous allons avoir besoin, dans les mois et les années qui viennent, de gens qui vont être capables de faire ce travail de tissage. Parce que si on ne tisse pas, on ne peut pas parler aux autres. Il va falloir réinventer ce que nous appelons aujourd'hui notre être au monde. Ça va être un travail passionnant, complexe, conflictuel probablement, justement pour sortir du folklore. Justement pour faire en sorte que les cultures, c'est pas simplement des gens qu'on appelle, qu'on fait danser pendant 5 minutes, qu'on applaudit et qu'on félicite parce qu'ils ont des jolis tatouages. Oui. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est justement de tenter aujourd'hui de réécrire le grand livre de notre être au monde à partir de la revivification. Moi, j'aime bien l'expression d'humus. Justement, il va falloir faire un travail, j'allais dire, d'agriculteur. La culture et l'agriculture, c'est très lié. Il va falloir c'est étymologiquement lié. Mais bien sûr. Et l'engrais culturel, il suppose justement de retourner à ce qui fait qu'à un moment donné, même des petites tribus ou des ethnies ont été obligées de développer un être au monde. C'est des êtres au monde qui se parlent pour en former un qui est beaucoup plus grand. Alors c'est vrai que pour moi, c'est un vaste projet. C'est vrai que pour moi, c'est un piège. J'en parle beaucoup. Oui, enfin, c'est facile de venir comme ça en disant, en cassant un raisonnement, en disant oui, en utilisant un mot comme ça. Non, on pourrait en refaire un débat. Et là, je développerai mon idée parce qu'on me dit que je n'ai pas le temps. Mais sinon, je pourrais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un piège. Vous avez raison. Et on le fera vendredi. Vous avez raison de le penser et les arguments intellectuels existent et historiques existent. Alors. Et là-dessus, je respecte le raisonnement de Mélanie.
Mais il est trop tôt. Il faudrait 2 heures pour en parler, ou Mais 20 oui, ans. et c'est pour ça qu'on y reviendra. C'est pour ça qu'il faudra y revenir, bien sûr. C'est une question fondamentale. Donc c'est ce que j'appellerais dans l'idéal un ministère des Cultures avec un nouveau ministre ou une nouvelle ministre de la Culture qui soit capable d'entendre cela. Alors, Rachida Chachi, un tout dernier point. On a un peu débordé malheureusement, mais c'est un point important parce qu'il revient souvent, en tout cas dans les derniers discours du souverain. Quel message sous-jacent aussi derrière la fierté et la reconnaissance qui est exprimée par le souverain aux forces armées royales et aux forces de sécurité, toutes catégories confondues? L'armée, c'est un peu la grande muette. Au Maroc, ils sont mal payés. Souvent, c'est en plan logistique, l'équipement n'est pas toujours adéquat, mais ils font le boulot. Ils se plaignent pas, ils font pas grève. Ils n'ont pas le choix, c'est pour ça que c'est la grande Non, muette. mais il y a des armées qui se révoltent. Enfin bon, on a une armée fidèle au pays, au peuple, au souverain, une armée qui fait le boulot, qui prend des risques, qui se fait cracher dessus tous les jours sur Internet, par des gens. Et ils continuent à faire le boulot. Donc, de ce point de vue, effectivement, ils sont respectables, et même au-delà, dans le sens où rien n'est pensable en termes politiques ou en termes géopolitiques sans l'aide de l'armée, des forces sécuritaires. Donc il y a une tendance à vouloir dévaloriser l'armée depuis un certain nombre d'années, c'est au niveau international, je veux dire, même en Occident. Maroc, hein. Non, mais au Maroc, beaucoup plus que dans d'autres pays arabes en tout cas. Donc disons qu'on est plus influencé par ce rapport aujourd'hui un peu particulier à l'armée, qui est un rapport aujourd'hui occidental à l'armée, où l'armée devient une sorte de fardeau qui ne sert plus à rien. Qu'il s'agit de dénigrer dans une vision droit de l'homme, pacifiste, etc. Donc au Maroc, on n'est pas. Je vais parler de l'Occident. Est-ce que vous pouvez vous réécouter un peu? Oui. Parce que le Maroc, c'est quand même très surprenant. Hein. Non, mais j'ai parlé de l'Occident. En Tunisie, ils aiment bien leur armée aussi. J'ai parlé de l'Occident, puis j'ai dit que le Maroc est beaucoup plus influencé par cette vision que le reste du monde arabe. Et donc, d'une certaine communauté marocaine. Et donc, dans le cas du Maroc, rien n'est pensable en termes géopolitiques ou politiques sans l'appui de l'armée, sans l'appui des forces sécuritaires. Ils sont toujours là, présents, fidèles. Et ils font le travail, et en cela, ils sont respectables et méritent notre respect. Ils le font même à l'étranger, où ils